Nous rappelons ici brièvement le plan d'ensemble du Palais Royal pour aider les personnes qui n'auraient pas pu visionner le livre 1 de cette série à mieux situer les divers espaces de ce palais. S'appuyant côté nord sur le rempart gallo-romain du IIIe siècle, le Palais Royal proprement dit comportait 2 étages. Côté est, au premier étage, se trouvait la salle des gardes, jouxtant la tour des gardes, et, en allant vers l'ouest, se situait la salle royale, dite salle des maréchaux. Ces salles étaient séparées entre elles par un mur de refend. Au rez-de-chaussée, les communs étaient formés de 2 salles de même superficie que celle du premier étage. Elles faisaient office de cellier à l'est et de cuisine à l'ouest. Ces salles étaient séparées par 2 arches supportant le même mur de refend. À l'extrémité ouest du palais se situait un bâtiment à 2 étages qui jouait le rôle d'appartements royaux. Son premier étage constituait la chambre du roi. Immédiatement connexe au sud de cet ensemble, une chapelle avec une tribune royale complétait les bâtiments du palais. Nous avons déjà décrit dans le livre 1 la tour médiévale et la chapelle Saint-Denis. Dans le présent livre, nous concentrerons donc la suite de notre discours sur le Palais Royal à l'exclusion de la chapelle Saint-Denis. Vue de l'extérieur, l'architecture des appartements royaux témoigne de l'importance des modifications qu'elle a subies depuis le XIIe siècle. En effet, un examen rapide de l'ensemble montre les nombreuses reprises, les créations et les bouchages d'ouverture, l'imbrication de la résidence royale avec la tour gallo-romaine proche, un enchevêtrement des toitures et une palette de styles de construction. Vers 1262, Saint-Louis fit percer, côté sud, au premier étage du bâtiment, une porte donnant accès au mur ouest du château. Il pouvait ainsi emprunter une galerie montée à la même époque sur le sommet de ce mur pour se rendre à la chapelle du prieuré Saint-Maurice que nous évoquerons ultérieurement. Cette galerie, d'environ 1 mètre de large, était pourvue d'ouvertures apportant la nécessaire lumière pour la circulation. Au niveau de la prison, plus au sud, la galerie supportée par un mur auxiliaire bifurqué pourra atteindre la chapelle du prieuré Saint-Maurice. Du côté est du mur, immédiatement devant la façade des appartements royaux, il existait une petite construction dont la légende rapporte qu'elle avait fait office de cachot, dans lequel Pépin II d'Aquitaine aurait été enfermé sur l'ordre de Charles le Chauve en 864. Mais, tout en reconnaissant que la présence de ce bâti pose question, nous pensons que cette légende est peu crédible car le cachot aurait subsisté 270 ans environ après la détention de Pépin II, puis il serait passé plus ou moins intact lors de la destruction de fond en comble ordonnée par Louis VI le Gros avant la reconstruction vers 1130 du château royal. Comme le conseille Gilles Baudin, une fouille pourrait permettre d'expliquer cette présence. Plus au sud, le mur support fut percé, probablement au XVIIe ou au XVIIIe siècle, d'une porte piétonnière qui faisait communiquer la cour du château royal avec le jardin du prieuré. Poursuivant ses courses vers la prison, il fut bordé après 1551, sur son côté est, de bâtiments de l'administration des eaux et forêts. Aujourd'hui, ce mur n'existe plus. Il fut démoli dans le premier tiers du XIXe siècle, en même temps que les bâtiments qui le longeaient. On peut encore observer, sur les murs de la prison, les traces d'arrachement correspondant à cette démolition. La façade actuelle des appartements royaux, en style néogothique, a été construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, suite à la disparition de l'aile occidentale du château. Elle présente sur le haut du pignon un oculus quadrilobé sculpté. Au premier étage, une grande fenêtre en tiers-point, encadrée de 2 niches vides, et au rez-de-chaussée, toujours en tiers-point, une porte accompagnée de 2 grandes fenêtres. L'aspect de cette façade est relativement fade, voire austère. Côté ouest, au premier étage, la porte percée sur ordre de Saint-Louis s'ouvre sur une petite plateforme pourvue d'un balcon qui fut construit au XIXe siècle par le propriétaire de l'époque, la famille Turquet de la Boisserie. Sous cette plateforme, on peut observer l'amorce du mur détruit qui séparait le château du prieuré Saint-Maurice. Immédiatement au nord de la porte de Saint-Louis se situe une fenêtre bouchée à 2 lancettes et double colonnette centrale datée du XIIIe siècle. Charles V fit aménager, dans la seconde moitié du XIVe siècle, un oratoire dans la tour gallo-romaine, connexe à la résidence royale, communiquant directement avec les appartements royaux.
Dans cette tour à 2 étages, le second, aujourd'hui à ciel ouvert, a perdu son plancher. Sur son pignon, une porte du XVe siècle, à moitié bouchée, devait donner accès sur un chemin la reliant à la plateforme. 2 autres portes antiques sont également bouchées, la plus haute étant fortement désaxée vers l'est. Plus haut encore, une trompe, à la jonction des murs de l'habitation royale et de la tour, devait supporter, comme le suppose Gilles Baudin, un escalier en colimaçon qui devait être enfermé dans une tourelle assimilable à une échauguette. Au niveau des toits très imbriqués, un conduit de cheminée cylindrique daté du XIIIe siècle, implanté sur le toit de la résidence royale, et de même facture que celui du prieuré Saint-Maurice en face, est très nettement visible. En revanche, un autre conduit de cheminée parallélépipédique, beaucoup plus difficile à apercevoir que le précédent, était relié sur le côté ouest à une cheminée installée dans la tour. Côté nord de la tour, 2 grandes fenêtres en tiers-point datées du XVe siècle y furent percées. L'une d'entre elles fut dirigée au maximum vers l'est, autant que le permettait le pignon de l'habitation royale. L'autel était placé en face de cette ouverture. Le roi utilisait aussi cet espace en un cabinet de travail. Cette tour est appelée depuis la tour de l'oratoire. De son côté, le pignon nord de la résidence royale comporte une grande fenêtre à 6 ouvertures et meneaux datés du XIVe siècle. Cette fenêtre est aujourd'hui murée. Plus haut, 2 autres fenêtres, plus petites, dont l'une est dissimulée sous un lierre, sont situées immédiatement sous la charpente de la résidence royale. À l'intérieur de l'habitation royale, au premier étage, se situait la chambre du roi, dans laquelle était aménagée une cheminée monumentale de la fin du XVe siècle, dont nous venons d'évoquer le conduit cylindrique. La couverture de la chambre était assurée à l'aide d'une charpente en forme de carène de bateau inversé, très semblable à celle du prieuré Saint-Maurice, que nous examinerons ultérieurement. 2 poutres transversales imposantes, dont l'une est supportée par un seul corbeau, occupent des positions apparemment incompatibles avec les ouvertures du mur pignon nord que nous venons de décrire et que l'on retrouve maintenant du côté intérieur. Selon Gilles Baudin, la couverture aurait été initialement lambrissée, sans entrée ni poinçon. Puis les poutres en question auraient servi de support à un plafond posé plus tardivement. Il est à noter au passage que la grande fenêtre bouchée à 6 ouvertures, datée du XVIe siècle du pignon nord, était équipée de cou-sièges sur ses 2 côtés. Actuellement, la chambre du roi s'étend jusqu'à la paroi externe du rempart gallo-romain. L'avis des historiens diverge sur sa longueur initiale. Pour Dominique Vermand, le mur nord de la chambre aurait été construit tel que, peut-être à la fin du XIIe siècle, afin d'établir dès cette époque une communication directe, donc facile, entre la chambre du roi et la tour de l'oratoire. Pour Étienne Poncelet, lors de la reconstruction ordonnée par Louis VI le Gros au XIIe siècle, le bâtiment de la chambre présentait déjà sa surface actuelle, mais cette dernière était séparée de la courtine du rempart gallo-romain par une cloison. Ultérieurement, Saint-Louis aurait fait agrandir la chambre en abattant la cloison et en annexant l'espace du chemin de ronde à cet endroit. Dans les 2 cas, du temps de ce roi, le chemin de ronde était interrompu à l'est de la chambre du roi et à l'ouest de la tour gallo-romaine qui offrait un espace d'accès facile servant de cabinet de travail. Il revient à Charles V d'avoir fait transformer la tour en oratoire et fait percer la grande fenêtre orientée aux arêtes toroïdales finement moulurées, insérée dans un rectangle en excroissance sur la tour. La cheminée parallélépipédique, déjà évoquée précédemment, fut construite à cette époque du côté opposé de l'oratoire. Par ailleurs, nous ne savons pas aujourd'hui quelle fut la destination exacte du rez-de-chaussée des appartements royaux, même si la présence d'une arche primitive, identique à celle trouvée en vis-à-vis sur le mur de refend principal, laisse supposer une connexion fonctionnelle avec les cuisines. Enfin, le schéma de la résidence royale, actuellement projeté à l'écran, montre des toits de bâtiments qui seraient d'une part le toit du cachot ayant hypothétiquement enfermé Pépin d'Aquitaine vers 864, et d'autre part les toits des bâtiments ayant précédé ceux de l'administration des eaux et forêts. Les Capétiens ont fréquenté le château royal construit par Louis VI le Gros pendant plus de 4 siècles. En janvier 1551,
Le roi Henri II décrète l'installation d'un présidial dans chaque bailliage, un tribunal gérant les affaires civiles dont le montant n'excédait pas 500 livres tournois, seuil au-delà duquel ces affaires relevaient des parlements. La ville de Senlis est alors pourvue d'un présidial dépendant du Parlement de Paris qui est installé dans le château royal. Celui-ci n'est donc plus réservé à l'usage exclusif du roi. Il semble qu'Henri II fut le dernier roi à avoir séjourné dans les appartements royaux, car, vers la fin du XVIe siècle, Henri IV, lors de ses visites à Senlis, se rendait à l'hôtel Saint-Péravy, proche du château royal, dont les bâtiments, concomitamment à leur occupation par le présidial, se dégradaient continuellement par manque d'entretien. Au fil du temps, l'élection, un tribunal chargé du traitement des litiges fiscaux et du recouvrement des impôts, et l'administration des eaux et forêts se sont également installés dans le château. Côté sud, ces juridictions étaient complétées par une prison dotée à son premier étage d'une chambre pénale accessible depuis la cour du château par un grand escalier. L'ensemble devint alors une véritable cité administrative et judiciaire qui perdura jusqu'à la Révolution, époque où le château fut vendu comme bien national en 1792. Nous allons maintenant poursuivre la description des bâtiments du château royal à l'aide de 2 plans établis par le géomètre Henri Moinet en 1842. Ce dernier les élabora à une époque où certaines parties du château étaient déjà ruinées, mais où d'autres parties, qui n'existent plus aujourd'hui, étaient encore en élévation. La plupart des plans du château royal, conçus par d'autres ultérieurement à ceux de Moinet, s'en inspirent peu ou prou. Bien sûr, les plans proposés par Moinet contiennent quelques erreurs de dessin ou de notation. Par exemple, le chemin de ronde, situé au rez-de-chaussée de la tour médiévale, n'a jamais existé. Les fouilles nombreuses à ce niveau n'ont jamais pu le mettre en évidence. Si ce chemin existait, il se situerait probablement au premier étage de la tour. Cependant, ces plans restent, malgré tout, suffisamment fiables pour être utilisés dans notre présentation. Le plan actuellement à l'écran concerne le rez-de-chaussée. Il est composé d'éléments de 2 couleurs, indiquant en gris les parties encore existantes en 1842 et en rose celles disparues à cette époque. On y reconnaît les bâtiments et constructions, tout ou partie encore en élévation, comme l'enceinte gallo-romaine du IIIe siècle, le mur est du château, la porte d'entrée du château, la prison, les appartements royaux, les communs comprenant les cuisines et le cellier, la porte ogivale et la partie ouest de la chapelle Saint-Denis, et enfin la tour médiévale. On y remarque un escalier menant à l'étage de la prison, le couloir d'accès à la chapelle Saint-Maurice depuis la chambre du roi, le bâtiment occupé par les eaux et forêts, le cachot supposé de Pépin II d'Aquitaine, des espaces auxiliaires attenant aux cuisines, la partie détruite de la chapelle Saint-Denis, l'escalier monumental construit sur ordre de François Ier, les parties détruites de la tour médiévale. Un coup de baguette magique nous permet d'apprécier le volume relativement faible restant encore visible en 1842. Le second plan proposé par Moinet est relatif au premier niveau du palais royal, c'est-à-dire le niveau noble réservé au roi et à ses proches. Un second coup de baguette magique nous permet d'évaluer le volume des vestiges visibles en 1842. À l'est du rez-de-chaussée du palais royal se situe le cellier dont l'appellation apparaît sur les plans Moinet. Cet espace remplissait initialement un rôle de lieu de stockage pour les barriques de vin gérées par les familles des bouteilliers du roi. Le cellier s'est transformé au cours du temps en un lieu de stockage pour objets divers. C'est ainsi qu'en 1589, Jean Voltier, un bourgeois de Senlis, gestionnaire de l'arsenal de la ville, fut également responsable de la gestion du stock des caques de poudre ainsi que celle des pièces et des accessoires d'artillerie répartis dans les communs du château. Aforti, le grand historien de Senlis au XVIIe siècle, confirme la nature de ces stockages et il précise les noms des détenteurs des clés permettant l'accès au cellier. Heureusement pour la postérité, aucune explosion ne se produisit dans ce cellier poudrière, comme celle survenue en 1687 dans les caves remplies de poudre du Parthénon à Athènes, qui fut alors très gravement endommagée. Aujourd'hui, il ne reste du cellier que 3 des murs constituant son enceinte. Au nord, le rempart gallo-romain du IIIe siècle et les vestiges de 2 murs pignons situés à l'est et à l'ouest. Sur le rempart, on observe près de la tour des gardes une ouverture sous arc plein cintre
qui donne à l'extérieur du château sur un espace vert appelé le Jardin du Roi, à propos duquel nous reviendrons. Avant d'être complètement ouvert, ce passage faisait fonction de resserre pour entreposer des outils. Côté est du cellier, le mur pignon comporte une fenêtre donnant sur la tour médiévale et sur le côté sud, près du mur pignon, apparaît une porte qui fut longtemps enfouie sous l'escalier monumental attribué à François Ier. Cette porte ne fut remise au jour qu'au XXe siècle, lors du déblaiement du remblai et des murs des chiffres supportant l'escalier. À l'ouest, le mur pignon du cellier joue le rôle de mur de refend de l'ensemble du rez-de-chaussée. Il est supporté par 2 arcades qui autorisent le passage vers les cuisines situées plus à l'ouest. Au niveau de ce mur, sur la muraille gallo-romaine, on remarque la présence d'une porte plein cintre rebouchée. Cette porte reste énigmatique, car elle n'est reliée à aucune structure visible de nos jours et son utilité fonctionnelle est empêchée par le mur de refend. Selon Gilles Bodin, cette porte serait probablement liée à un bâtiment hypothétique ancien situé au nord de la chapelle Saint-Denis. Enfin, on constate que le plafond du cellier n'était pas voûté, comme l'indiquent les corbeaux sur la tour des gardes et les traces du plancher de l'étage supérieur sur le mur de refend. Au-dessus du cellier, au niveau noble, se tenait la salle des gardes qui a presque complètement disparu. Au nord, elle longeait le rempart gallo-romain sans empiéter sur celui-ci. Aujourd'hui, il ne reste en élévation que quelques vestiges dans son angle nord-est. Au Moyen Âge, cette salle et la tour des gardes, comme leur nom l'indique, auraient servi initialement de lieu de résidence de la garde royale. La salle des gardes fut scindée en 2 parties vers la fin du XVIIe siècle, en un vestibule et une salle d'audience qui furent utilisées par l'élection. Une porte dont les vestiges montrent le chambranle et 2 gonds permettait un accès de plain-pied entre le vestibule et le rempart. 2 fenêtres à l'ouest apportaient le jour à la salle d'audience. 6 autres portes complétaient les facilités de communication de cet ensemble. Côté nord, une première porte issue d'une fenêtre antique située au milieu du mur pignon de la tour des gardes autorisait le passage direct avec la salle des gardes. Plus à l'ouest, une seconde porte donnait directement sur le rempart. La 3e porte s'ouvrait sur la salle des maréchaux voisine. Un dessin, issu du congrès archéologique tenu en 1867 à Senlis, nous la montre décorée d'un cartouche Renaissance. Ce dessin en coupe montre également les positions relatives de la chapelle Saint-Denis, de la salle des gardes, dont le plancher est écroulé, et de la tour des gardes, avec ses ouvertures, ainsi que les positions et les amplitudes des toitures de ces 3 sous-ensembles. La 4e porte, déjà décrite, reliait la salle des gardes à la tribune royale de la chapelle Saint-Denis. Les 2 dernières portes constituaient les 2 entrées principales à l'est et au sud de la salle d'audience, par l'intermédiaire du vestibule. Des 2 murs pignons de la salle, il ne reste véritablement au niveau de l'étage que le mur ouest commun avec la salle des maréchaux. On observe sur celui-ci, comme dans le cas du cellier, les traces d'un plafond indiquant l'absence de voûte dans la salle. Par ailleurs, les traces apparentes des 3 arcs plein cintre ne sont que le revers des arcs de la salle des maréchaux que nous allons décrire. Ce mur était probablement recouvert d'un enduit qui cachait cette arcature. 2 bâtiments furent construits près de la salle des gardes pour compléter les activités de l'élection. Au nord, un premier bâtiment, datant de l'époque de Louis XIII, tint lieu de siège pour ce tribunal. Il s'étendait par-delà le rempart gallo-romain, tout en constituant la limite est du Jardin du Roi. Un dessin aquarellé du XVIIIe siècle, qui semble relativement réaliste, malgré la présence très fantaisiste dans le Jardin du Roi de personnages dont un pêcheur, montre le bâtiment en question dépassant nettement de la muraille gallo-romaine et en décalage par rapport à la salle des gardes encore en élévation. D'après le plan moiné, ce bâtiment était pourvu de 2 portes. L'une à l'ouest donnait directement sur le rempart et elle permettait l'accès au vestibule par la grande porte décrite précédemment. Le dessin du XVIIIe siècle montre un auvent juste au-dessus de cette dernière. On note au passage que ce bâtiment interdisait l'accès au rempart antique vers l'est. Au sud, la seconde porte du bâtiment donnait d'une part sur la seconde porte d'entrée principale du vestibule et d'autre part, elle s'ouvrait sur le second bâtiment administratif de l'élection, construit sur la plateforme de l'étage de la tour médiévale.
Ce dernier, implanté au centre de la tour, était entouré d'un jardin et permettait du côté est un accès de plein pied au rempart gallo-romain. L'accès à cet ensemble administratif s'effectuait depuis la cour du château royal, par l'intermédiaire de l'escalier monumental reconstruit et agrandi par François Ier, en remplacement d'un premier escalier plus modeste. D'après la représentation proposée par Combaz en 1893, l'escalier aboutissait après 21 marches sur un palier donnant à gauche sur le vestibule de la salle d'audience et à droite sur une grille de fermeture d'un couloir circulant entre la tour médiévale et la salle des gardes pour aboutir au fond sur les bâtiments administratifs. Aucun de ces deux derniers bâtiments n'a survécu au XIXe siècle. À l'ouest du cellier, par-delà son mur pignon, un espace relativement complexe s'étendait jusqu'à la façade est des appartements royaux. Cet espace a été usuellement attribué aux cuisines du palais. Il était subdivisé en 3 zones. La première zone était une cour accolée à la chapelle Saint-Denis, qui apportait la lumière du jour à une seconde zone située plus au nord. Cette dernière faisait fonction de cuisine proprement dite. Enfin, la troisième zone, immédiatement à l'ouest de la cour, jouait probablement un rôle de stockage et ou de vestiaire. Sur leur côté sud, ces 3 ensembles étaient pourvus de portes. Les cuisines étaient limitées au nord par le rempart gallo-romain, sur lequel le plan moiné indique la présence d'une ouverture avec un escalier donnant sur le jardin du roi, et au sud par un mur de façade qui était également celui de la salle des maréchaux, située au premier étage. De cet ensemble, il ne reste aujourd'hui que la muraille gallo-romaine au nord et quelques vestiges que nous allons examiner. À propos de l'utilisation du rez-de-chaussée des appartements royaux, nous avons déjà remarqué que l'arc en tiers-point, présenté par la façade est de l'habitation royale, correspondait exactement aux traces d'un ancien arc en tiers-point du mur pignon est des cuisines. Ce dernier arc a fait l'objet d'une reprise en sous-œuvre pour laisser la place à l'arcade double que nous observons. La portée de cette arcade double étant supérieure à celle de l'arc primitif, il se pose évidemment la question du pourquoi de cette modification qui correspondrait à une reprise globale de l'ensemble du bâti et du cellier connexe. Alors que la majorité des historiens s'accordent pour estimer que les travaux associés se sont déroulés sous François Ier, une évaluation complète des modifications effectuées, fondée sur des preuves archéologiques ou au minimum sur une documentation, n'a pu être établie à ce jour. Contrairement à l'habitude des historiens passés, qui appelaient les cuisines salles des voûtes, les vestiges observables aujourd'hui montrent par les traces du plancher de l'étage supérieur, ainsi que par la présence de corbeaux supports de solives, que cet espace n'a pas été voûté. Peut-être que les vestiges de 2 arcades figurant sur le plan moiné, analogues à celles du pignon est, ont-elles contribué à une confusion. L'orientation nord-sud de ces arcades semble indiquer qu'elles auraient supporté 2 murs de refend intermédiaires dont on ne connaît pas réellement la destination. Aujourd'hui, il ne reste visible de ces arcades que les bases de leur colonne centrale. À l'est de l'ouverture du rempart gallo-romain, le plan montre une cheminée dont la présence près du rempart semble insolite, mais qui, fonctionnellement, répond aux besoins de la cuisine. L'escalier représenté sur ce même plan semble peu crédible en raison de la très forte pente qu'il aurait présentée à ses utilisateurs. Les représentations anciennes du château royal, vues du nord-ouest, montrent qu'en réalité cette ouverture donnait un accès direct au jardin du roi, de type porte piétonnière, accompagné d'une fenêtre sur le dessin aquarellé du XVIIIe siècle. On remarque sur ce dessin un escalier à pente modérée construit le long du rempart, permettant d'accéder facilement au jardin du roi depuis le haut du mur. Sur une autre gravure fournie par Gilles Bodin, dessinée plus tardivement que la précédente, l'ouverture est simplement occupée par une porte plus large. Actuellement, l'écran affiche l'ouverture rebouchée du rempart gallo-romain, vue de l'intérieur et de l'extérieur du château royal. À l'étage au-dessus des cuisines se trouvait la salle des maréchaux ou aula. Celle-ci était utilisée par le roi comme salle de réception ou salle d'apparat. Elle était limitée au nord par le rempart gallo-romain. Son plancher s'est effondré en 1780, peu avant la disparition de l'Ancien Régime,
alors qu'elle avait joué le rôle de salle de résidence du présidial depuis le milieu du XVIe siècle. Il n'en reste aujourd'hui que des vestiges inscrits principalement sur son mur pignon est, mitoyen avec la salle des gardes, et sur son mur pignon ouest, mitoyen avec la chambre du roi. Sur chacun de ces murs, côté nord, s'ouvrent 2 portes sur les espaces connexes précédents. La décoration architecturale des murs encore existants indique, sans équivoque, la destination royale de la salle. Sur chaque mur, en effet, 3 arcatures aveugles, plein cintre, magnifiques, retombent soit sur une colonne engagée en délit, avec chapiteau simple, soit sur un ensemble de 3 colonnettes, à bâton brisé, surmontées d'un chapiteau décoré de feuilles. On remarque que les arcatures sont moulurées de 2 tores, dont le supérieur est séparé du mur par un cavé. La présence de 2 départs de voûte au nord et au sud du mur pignon est laisse supposer que le système d'arcature qui vient d'être décrit se prolongeait également sur les murs nord et sud pour entourer complètement la salle des maréchaux. Mais sur ces derniers murs, la plupart des arcatures encadraient des fenêtres qui éclairaient la salle des maréchaux, comme indiqué sur le plan moiné. Selon une légende, le roi Charles VI le Fol aurait, en accord avec certaines sources, rencontré lors d'une partie de chasse près de Senlis, ou selon d'autres sources, aurait fait un rêve où il rencontrait un cerf ailé portant un collier autour du cou. Des chroniqueurs du XVIIe siècle rapportent ainsi avoir vu sur un mur de la salle des maréchaux un magnifique bas-relief d'un cerf portant un collier autour de son cou. Thérèse Paul Martin situe ce bas-relief sur le mur aveugle mitoyen avec la chapelle Saint-Denis, au sud-est de la salle des maréchaux. Le jardin du roi s'étendait le long du rempart gallo-romain, au nord du château royal, où il avait remplacé le fossé antique profond. Son existence en 1341 est décrite par Aforti. Le jardin figure sur plusieurs plans relatifs au château, datant du XVIIIe siècle. Nous utiliserons le plus récent d'entre eux, qui a été établi en 1793 par Laurent Benoît, un arpenteur de Senlis. Tous les plans le représentent comme un jardin à la française, avec parterre et allées de circulation. Il était limité sur son côté nord par la rue du Chat-Arrêt. Comme déjà indiqué, le rempart gallo-romain était percé de 2 ouvertures, autorisant la communication entre l'intérieur du château et le jardin. Le plan Benoît signale le nom de Crestel comme propriétaire d'une maison appelée le Cachouet, à l'extrémité ouest du jardin depuis 1764. Après la Révolution, les changements de main des maisons environnantes et le jardin lui-même s'accélèrent. C'est ainsi que le Cachouet est vendu en juillet 1802 à un certain Guénaud, qui revend la propriété à Antoine Boiseau. Ce dernier mourut rapidement en 1814. Sa veuve loua le Cachouet à l'imprimerie Tremblay jusqu'en 1828, où cette entreprise fit faillite. La maison fut alors rachetée par Jean Audin, maire adjoint de Senlis. En 1835, le propriétaire du Jardin du Roi, un dénommé Roufflette, le met en vente en 4 lots, donnant tous sur la rue du Chat-Arrêt. Jean Audin achète le lot attenant à sa maison, le Cachouet, et l'y intègre. Depuis, cette partie ouest du Jardin du Roi initial est restée privée jusqu'à aujourd'hui. Les 3 autres lots sont achetés par des Senlisiens. À l'occasion de cette vente, un certain nombre de servitudes sont imposées aux nouveaux propriétaires, concernant, en particulier, les droits de vue entre les différents lots. L'acquéreur du premier lot était tenu de faire murer, à ses frais, les ouvertures sur les autres lots, et ce, dans le mois suivant l'adjudication. Ainsi, le murage des fenêtres nord de la chambre du roi date de cette époque. La famille Turquet de la Boisserie, qui avait acquis simultanément une grande partie du château, acheta successivement chacun de ces 3 lots résiduels jusqu'en 1867. Le jardin du roi présenta alors sa surface actuelle, limitée à l'ouest par un mur bâti par le propriétaire du Cachouet. Dans son livre sur le château royal de Senlis, Gilles Bodin propose une restitution en élévation du château que nous estimons comme datant de la fin du XVIe siècle environ, puisque la tour médiévale y figure, possédant encore sa pleine hauteur, et que l'escalier monumental reconstruit par François Ier y est également représenté. Sur ce dessin, on distingue la porte d'entrée du château, le mur est abattu en 1976, la tour médiévale massive pourvue de 4 échauguettes sommitales, le bâtiment style Louis XIII qui a servi de siège du tribunal de l'élection, la salle des gardes, la tour des gardes,
la salle des maréchaux ou Aula royale, effondrée en 1780, les appartements royaux, la tour de l'oratoire avec son échauguette sur trompe, mitoyenne avec l'habitation royale, le mur limitant la cour du château à l'ouest qui supporte le couloir d'accès à la chapelle Saint-Maurice depuis les appartements royaux, une partie du jardin du prieuré Saint-Maurice, les bâtiments de l'administration des eaux et forêts, la prison et la chapelle Saint-Denis à l'extrémité sud du palais royal. La cerise sur le gâteau de cette pièce montée royale est la représentation du toit du réduit dont on présume qu'il a fait office de prison pour Pépin II d'Aquitaine en rébellion contre son oncle Charles le Chauve vers le milieu du IXe siècle. Le lieu d'implantation du château royal a joué un rôle important pour la ville naissante de Senlis, puisque l'on suppose qu'il fut occupé initialement par un prétoire romain dès le 1er ou le 2e siècle de notre ère. Les Mérovingiens et les Carolingiens ont ensuite occupé ces lieux, et ils ont probablement, à l'abri des remparts gallo-romains, construit un certain nombre de bâtiments pouvant ressembler à un château primitif. La documentation relative à cette époque est extrêmement mince. Elle n'est pas tellement plus abondante pour la période suivante, l'ère des Capétiens, qui a débuté par l'élection de Hugues Capet avec une quasi-certitude dans le château de l'époque, pour se terminer 8 siècles plus tard lors de la Révolution. Dans leur approche historique du château, les historiens sont donc condamnés à utiliser souvent des adverbes introduisant un doute comme « probablement ». Heureusement, l'archéologie classique ou l'archéologie du bâti vient à leur secours. Gilles Baudin recommande plusieurs fois dans son ouvrage sur le château royal d'avoir recours à ces moyens d'investigation pour éclairer les zones d'ombre résiduelles, historiques ou architecturales qui planent encore sur le château. Il est important de retenir que les ruines du château royal de Senlis, hormis peut-être celles de la tour médiévale, proviennent de bâtiments construits au XIIe siècle par Louis VI le Gros et qu'il ne reste apparemment rien des bâtiments qui l'ont précédé. Contrairement à l'imaginaire ancré dans nos mémoires, le château royal de Senlis ne correspond pas au modèle du château philippien imposé par Philippe Auguste au siècle suivant. Beaucoup de visiteurs ne le trouvent pas facilement ou sont déçus après avoir découvert ses ruines, le château ne correspondant pas à ce qu'ils attendaient. Le château royal doit en effet être considéré comme une résidence royale et non comme un ouvrage de défense. Il a été fréquenté assidûment par les premiers Capétiens jusqu'à l'époque de l'apogée de la ville vers la fin du XIIIe siècle, pour être ensuite délaissé graduellement par ces derniers du fait de son confort spartiate, alors que de son côté, Paris ne cessait de croître, devenant le pôle économique, puis la capitale de la France. À partir du XVIe siècle, le château royal fut transformé en une véritable cité administrative et judiciaire qui ne bénéficia que de maigres fonds attribués pour son entretien. Un mal pour un bien, puisque l'aménagement du château est resté dans un état proche de celui qu'il présentait au XIIe siècle, n'ayant pas fait l'objet de modifications majeures qui auraient certainement brouillé la lecture de son organisation architecturale. Le triptyque moyenâgeux Aula, Camera, Capella nous apparaît encore de façon lumineuse. Le château royal de Senlis tomba en ruine peu avant la Révolution, époque où il fut vendu comme bien national.